J'ai rajouté un peu une petite phrase à mon titre dans l'ombre des Richelieu pour caractériser un peu la situation des Mazarins dans l'historiographie allemande. Donc, permettez-moi au début une remarque personnelle. Je dois ma première rencontre avec Mazarin et surtout avec Richelieu à mes grands-parents, chez qui j'ai trouvé aussi bien les Trois Mousquetaires que 20 ans après dans leur armoire à livres. Le premier chapitre de 20 ans après, Alexandre Dumas décrit le silence qui règne dans le bureau de Richelieu au Palais Royal, Palais Cardinal, tandis qu'à son pupitre, un personnage semble méditer sur ses papiers. Mais ce n'est pas le grand cardinal, constate le narrateur avec regret, mais seulement son ombre. Ces fantômes de Richelieu, c'était Mazarin. L'idée que se fait Dumas de Mazarin est en même temps une description appropriée de sa position dans l'historiographie allemande. Les historiens allemands ont fait couler beaucoup d'encre sur Richelieu sous la forme de biographies. La dernière en date étant une œuvre de vieillesse de 1000 pages de Klaus Maletke, ou dans le cadre des monographies et des synthèses, principalement sur le thème de sa politique étrangère. Entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, Richelieu était considéré comme le fondateur d'une politique rhénane française agressive, dont la première victime fut l'Alsace allemande, entre guillemets bien sûr. Dans ce récit, on passait rapidement de Richelieu à Louis XIV, et à sa politique des réunions, et bien sûr au sac de Palatinat pendant la guerre des 9 ans. Johannes Haller, dans sa synthèse sur l'histoire de l'inimité héréditaire franco-allemande, a élevé Richelieu au rang, je cite, des références et des pierres des touches pour les hommes politiques français. Il n'a certes pas eu la chance d'achever son œuvre de politique étrangère, mais celle-ci a été poursuivie par une génération d'hommes d'État et de diplomates issus de l'école du cardinal, dit-il, et à leur tête, un étranger et chevalier de fortune dans la piste cardinalice, les Napolitains, Giulio Mazarini, nous l'appelons à tort Mazarin, il ne s'est jamais appelé ainsi lui-même, virtuose de la cour et de la diplomatie, sans scrupules ni principes, mais assez habile pour exécuter la pensée des Richelieu. Le jeune privat-docent, c'est-à-dire chercheur habilité à diriger des recherches, mais sans poste, spécialité allemande, existant encore aujourd'hui, de l'université de Heidelberg, Kurt von Raumer, considérait Mazarin de la même manière, comme quelqu'un qui, je cite, qui poursuivait la politique de Richelieu, mais qui l'a, entre guillemets, aussi, citation, dépassé en ce qui concerne ses ambitions d'acquérir la couronne d'Espagne pour la France. Selon Raumer, Mazarin est un, je cite, impérialiste de grand style, d'envergure et de succès, et il représente une étape de transition entre Richelieu et Louis XIV. Comme chez Haller, le regard de Raumer sur la politique étrangère de la France entre 1640 et 1661 est dominé par Richelieu. L'œuvre de Richelieu aurait dépassé la personne qui aurait porté en lui, je cite, pour ainsi dire, l'instinct de la nation, et de telle sorte que, je cite, son propre être et sa propre volonté entrent et se fondent dans ceux de son œuvre. Derrière une telle figure surpuissante, son successeur est naturellement en retrait. Dans cette interprétation, Richelieu a posé la première pierre de la politique étrangère française moderne. Mazarin est, je cite, l'interprète et l'exploiteur des idées de Richelieu en matière de politique étrangère. On pourrait encore sans doute trouver, sans trop d'efforts, de nombreux autres exemples dans lesquels Richelieu est vu comme les grands hommes d'État, Mazarin comme le finisseur habile, mais sans originalité du grand cardinal. Après 1945, il a fallu encore une vingtaine d'années pour que les chercheurs commencent à se débarrasser définitivement de l'inimité héréditaire franco-allemande et à ne plus s'en servir comme cadre d'interprétation de la politique étrangère de Richelieu. Richelieu devient dès lors, j'exagère un peu, un prince de la paix, passant du statut d'agresseur à celui du précurseur d'une politique de paix européenne. L'édition des actes de négociation du Congrès de paix de Westphalie a ouvert de nombreuses perspectives nouvelles et a également permis de mieux connaître les objectifs de Richelieu et de Mazarin. Mais si les historiens allemands ont beaucoup travaillé sur Richelieu,
Son successeur au poste des principal ministre est resté largement inconnu en Allemagne. Klaus Maletke lui consacre un portrait sobre dans le cadre de ses portraits biographiques des Bourbons, en s'attardant d'une part sur la question de la naturalisation des Mazarins et d'autre part sur son rôle jugé positif des précepteurs de Louis XIV. Outre l'éducation de Louis XIV, c'est la paix et l'héritage politique le plus important des Mazarins. Il ne fait qu'effleurer la fortune de Mazarin et son importance pour le transfert franco-italien. En Allemagne, les personnes intéressées par la biographie des Mazarins ont longtemps dû se contenter de la traduction de la biographie romancée de Paul Guth, parue en 1971. La biographie des Mazarins, présentée en 2018 par Uwe Schulz, ancien journaliste et des radios et auteur prolifique, ne peut pas non plus combler cette lacune. La présentation de Schulz est une biographie conventionnelle. Les récentes recherches françaises, anglaises et allemandes ne sont reçues que sommairement. À cela s'ajoutent des évaluations et un vocabulaire qui renvoient davantage à Kurt von Raumer et à Johannes Haller qu'à la recherche d'après-guerre. Mais il n'y a pas de constat sans exception. En dehors de l'historiographie académique, la biographie des Mazarins a été reprise très tôt en Allemagne. C'est cette première biographie des Mazarins, présentée par Karl Federn en 1922, qui sera au centre de mon intervention. Une biographie que Simon Berthier qualifiait encore en 2007 d'ouvrage de référence, bien qu'elle ait été remplacée entre-temps. Même Pierre Goubert, d'habitude très critique, et qui qualifiait la biographie de Paul Guth d'involontairement comique, se réfère avec respect à celle de Federn. Je ne lis pas cette longue citation. L'évaluation de Goubert me servira de point de départ pour une sorte de compte rendu détaillé d'un livre qui n'a reçu que peu d'attention au moment de sa parution. Pourquoi vaut-il la peine d'examiner de plus près une biographie de Mazarin publiée il y a 100 ans, au plus fort de la rivalité franco-allemande? Quelle est sa qualité qui fait que Simon Berthier, que tant Simon Berthier que Pierre Goubert l'ont qualifié d'ouvrage de référence? Je vais essayer de répondre à cette question tout en replaçant l'ouvrage dans le contexte de la recherche allemande dans les années 1920. Il s'agit, à mon avis, de redécouvrir un auteur inconnu, peut-être injustement oublié, mais dont la biographie reflète aussi des traditions spécifiques de l'historiographie de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Qui était donc Karl Federn? Les sources concernant Federn sont assez rares, je peux chercher, mais pas encore beaucoup trouvé. Il y a quelques lettres manuscrites dans les archives allemandes de l'exil à Francfort que je n'ai pas encore pu consulter. Mais j'espère que je vais le faire. Karl Federn est né le 2 février 1868 à Vienne, dans une famille de juifs assimilés. Son père, Joseph Salomon Federn, était un médecin renommé, sa mère une peintre et une militante féministe. Karl Federn grandit dans un milieu aisé, instruit et libéral. Après des études de droit, il a exercé pendant quelques années dans un cabinet d'avocats, avant d'opter pour une existence d'écrivain indépendante. Ses nombreux voyages l'ont conduit en Italie, surtout à Florence, mais Federn semble aussi également avoir visité Paris très tôt, à plusieurs reprises. Pendant la Grande Guerre, il a été correspondant du Vossische Zeitung à Lugano. En 1919, jusqu'à pour une année, il travaille brièvement au ministère allemand des Affaires étrangères en tant que conseiller, avant de se consacrer à nouveau entièrement à ses ambitions d'écrivain. Son œuvre comprend des nouvelles, des pièces de théâtre, peu de succès selon la critique contemporaine, des romans et des traductions, de l'anglais à Ralph Waldo Emerson, James Minor Cooper, Walt Whitman, Herman Melville, de l'italien, Dante, Benedetto Croce, et du français, Hamilton, Saint-Évremont, Balzac et Stendhal. Son œuvre essayistique et historique est très variée. Des études sur Dante, aux biographies de Mazarin et de Richelieu,
en passant par des écrits sur l'émancipation des femmes, des études politiques quotidiennes sur la responsabilité du déclenchement de la Grande Guerre en 1914 et un reportage judiciaire sur une affaire de meurtre dans la bonne société italienne. Dans les années 1920, Federn fut une des fondateurs et un membre actif et secrétaire du Pen Club allemand à Berlin. L'arrivée des nazis au pouvoir l'a contraint à émigrer. Déjà à la fin des années 1920, il avait eu des problèmes avec l'extrême droite allemande à cause de son roman critique sur la guerre, Hauptmann Latour, vous voyez la couverture, à la suite, un roman à la suite d'Erich Maria Remarque. En 1933, il publia un essai dans la Zeitschrift für Politik intitulé « Les parlementarismes et la dictature », dans lequel il dénonçait clairement cette dernière en s'appuyant sur une argumentation historique. La première étape de l'émigration fut Copenhague en mars 1933, puis l'Angleterre en 1938, où il mourut le 22 mars 1943. Son dernier livre fut une critique de l'historiographie marxiste. Ces quelques informations associées à des déclarations dans ses écrits et à quelques autres témoignages de l'époque permettent toutefois de dresser le profil intellectuel de Federn. On peut le décrire comme un représentant typique de la bourgeoisie cultivée juive germanophone, cosmopolite, libérale et aux intérêts historiques et artistiques multiples. L'Italie, l'histoire et l'art italien jouissaient d'un grand prestige, surtout depuis que Jacob Burckhardt, dans son ouvrage Culture de Renaissance, avait dressé un portrait puissant de l'Italie, et plus particulièrement de Florence, comme lieu de naissance et de la modernité et de l'individu moderne. Au cours du dernier tiers du XIXe siècle, Florence est devenue un véritable lieu de pèlerinage et des visites des touristes de toute l'Europe et tout le monde sont venus pour des séjours plus ou moins longs afin d'y étudier sur place l'art, la culture et l'histoire italienne. Parmi eux se trouvait Federn, dont l'une des premières œuvres est une petite biographie de Dante publiée en 1899 et censée remaniée depuis. En 1897, il avait déjà traduit et commenté la Vita Nova de Dante. Durant l'été 1918-19, il visitait Florence et dès cette époque, il entra en contact avec Robert Davidson, un historien allemand également issu d'une famille juive, qui s'était installé à Florence et qui élabora pendant des décennies une histoire monumentale de Florence au Moyen Âge. Davidson était en relation avec Aby Warburg, le père fondateur d'une nouvelle histoire de l'art, qui s'y était installé en même temps. Federn était aussi en contact avec Warburg et il connaissait très bien un autre historien d'art qui fréquentait les cercles de Warburg à Florence. Les socialistes anarchistes belges Jacques Dweltsauvers, nom de plume Jacques Ménil, qui étudiait Botticelli et Masaccio. Federn mentionne Ménil, tout comme Davidson, dans sa préface de son Mazarin, en qualifiant le premier son ami à Paris. Les remerciements indiquent un vaste réseau de connaissances et d'amis, des correspondants en Italie, des diplomates à Rome, la directrice du cabinet des temples de Berlin, les directeurs du musée Condé à Chantilly, Gustave Auguste Macon, et aussi les propriétaires des Vaux-le-Vicomte, Edme Sommier. Et si l'on ajoute à cela Gabriel Sehaye, auquel il dédia en 1911 la traduction des mémoires du Chevalier de Grammont, et Paul Huacine Loison, auquel il dédia en 1912 les lettres de Saint-Évremont, les profils de Federn gagnaient encore en clarté. Je suppose que les contacts avec des socialistes et anarchistes comme Ménil, Sehaye, Loison ont permis à Federn de ne pas tomber dans les cultes du génie des grands hommes, largement répandus parmi ses contemporains. Je cite à titre d'exemple Stefan Georg et ses élèves, pour lesquels Dante était une étoile fixe. Comment Federn est-il passé de Dante, de la poésie des nouvelles fins de siècle, des écrits sur les droits des femmes à Mazarin? Une question à laquelle je n'ai pas encore une réponse.
En 1911 et 1912 paraissent ces traductions et adaptations des mémoires du chevalier de Gramont et des lettres écrites de Saint-Évremont, ainsi que les mémoires de Hortense Mancini, tous deux, bien sûr, contemporains de Mazarin. Elle ne dit pas qu'il lui a fait découvrir ces auteurs. Fédin a doté les mémoires de Gramont d'un commentaire détaillé qui couvre l'ensemble du deuxième volume. Pour justifier ce commentaire, Fédin explique qu'il ne suffit pas d'indiquer les dates de vie des personnes mentionnées dans le texte, mais qu'il s'agit aussi de dessiner leur image, d'esquisser en quelques mots l'histoire de leur vie, leur importance pour cette époque, de suivre un peu leur vie derrière les coulisses de son livre. Et cette histoire parallèle que contient les commentaires doit se faire dans le miroir de leur propre époque. C'est pourquoi, selon Fédin, il a laissé parler les contemporains lorsque cela était possible. Cela a l'avantage que le temps s'explique de lui-même et que nous regardons par les fenêtres du passé et surprenons ces êtres lointains dans leur vie la plus intime. L'un des contemporains qui apparaît dans les commentaires est bien sûr Mazarin. La biographie, en tant que genre d'historiographie, a résisté à toutes les critiques de la part de l'histoire sociale ou de la sociologie. On peut résumer les réflexions théoriques actuelles en disant qu'une bonne biographie s'y distingue de telle sorte que, d'une part, elle fusionne la personnalité avec son époque et que, d'autre part, comme l'a formulé un jour Jacques Le Goff, elle est liée une problématique à la personnalité. Donc, dans cette perspective, qu'en est-il du Mazarin de Fédin ? Avec sa biographie, Fédin est certainement encore proche de la tradition biographique historique du XIXe siècle, centrée sur les grands hommes. Fédin connaissait Carlyle, un des représentants les plus connus de cette conception des grands hommes qui font l'histoire. Et les cite dans l'introduction aux mémoires de Gramont. Le Mazarin de Fédin n'appartient pas aux belles lettres historiques ou historische Belletristik qui furent vivement critiquées par les historiens universitaires de la République de Weimar. Son Mazarin est dépourvu de tout culte du génie qui caractérisait les biographies d'Émile Ludwig, par exemple, l'un des auteurs de biographies les plus vendus dans les années 1920. Peut-être le Mazarin de Fédin est-il un précurseur de la biographie sociale, Gesellschaftsbiographie, telle que Siegfried Kracauer l'a conçue en 1930 et 1937. Fédin justifie sa biographie en évoquant les 2 décennies de la Régence, peu connues en Allemagne, qui ont précédé les débuts de l'autocratie, citation, de Louis XIV. Elle serait éclipsée par la splendeur du roi Soleil, qui, contrairement à la première moitié du siècle, serait pourtant stérile. Et pourtant, je cite, la vie de la France était bien plus mouvementée, plus variée et plus créative que dans la seconde, où ses forces étaient, pour ainsi dire, rassemblées et portées à un immense effet de lumière, mais en même temps violées et tuées. C'est alors qu'il avait encore des courants intellectuels, artistiques et politiques audacieux. C'est alors que la construction politique et la culture sociale de l'Europe moderne ont été réalisées. Au début, donc, il aurait voulu écrire une histoire de la Régence des 2 décennies les plus mouvementées du XVIIIe siècle. Mais la richesse de la matière l'a finalement conduit à Mazarin, qu'il place au centre des événements. Cet étrange Italien actionnait la plupart des leviers, les événements tournaient autour de lui. En passant devant lui, ils apparaissent dans la meilleure perspective. Fédin tente bien de dresser un portrait de la société de l'époque. Ce faisant, il souligne les décalages entre la vie de la haute noblesse et celle de la majorité de la population au XVIIIe siècle. Partout, et pas seulement à la cour, dans beaucoup de magnifiques hôtels, dans les châteaux, il y avait des bals et des comédies, des fêtes, les conversations les plus fines, la séduction la plus grossière, et en tout cas des plaisirs sans fin. Mais le temps n'était qu'à la fête que pour les rares personnes qui participaient à ces plaisirs.
Le peuple succombait aux impôts, aux coûts et à la misère de la guerre. Il ne cesse d'insérer des descriptions détaillées des difficultés économiques des gens, citant bien sûr aussi les fameux discours accusateurs qu'Omer Talon prononce le 15 janvier 1648 devant Anne d'Autriche. Le chapitre dans lequel il dresse le bilan de la Fronde s'intitule « La désolation » et constitue une description tout à fait critique, accusatrice des souffrances endurées par la population des régions touchées par les campagnes militaires. Ici aussi, Fédane cite des nombreuses voix contemporaines, comme aussi la critique des Mazarinades. Il juge très critique la noblesse française, d'importantes, je cite, prestations dans les domaines intellectuels et militaires, mais, je cite, sa politique était insensée et pernicieuse pour le pays. Il n'exclut pas non plus le jeune Louis XIV de cette critique. La reine et les cardinals ne sont pas des brillants vainqueurs. Le prix que le pays a dû payer était trop élevé. Et si l'on s'interroge maintenant sur la problématique de la biographie de Fédane, c'est la Fronde et l'annonce dès l'introduction. Le fait que l'histoire de Mazarin, son histoire a été le moyen de représenter son époque, a conditionné le fait que sa jeunesse soit traitée mais de manière moins approfondie et que l'accent soit mis sur la catastrophe de 548 et les remaniements qui l'ont suivi. Je souhaite de faire apparaître les drames d'une société, d'un peuple, créer une scène sur laquelle une monde passée doit se dérouler pour l'imagination du lecteur. En conséquence, les premières et les deuxièmes parties sont consacrées à la carrière de Mazarin jusqu'en 1648, les sixième et les septième parties à l'époque qui suivit la Fronde. Mais même dans ces brefs aperçus, d'autres problématiques centrales de la biographie de Mazarin sont abordées, comme son enrichissement, sa fortune et sa politique familiale. De manière surprenante pour l'époque des Fédane, les questions des politiques étrangères n'ont que peu de place. La paix de Westphalie n'est mentionnée qu'en marge, mais de manière précise. Fédane souligne l'importance, encore une fois, des mémoires comme source. Je lis pas cette longue citation pour avancer un peu. Mais il ne faut pas accuser non plus d'une foi naïve dans les sources. Certes, il est loin de l'étude précise de la valeur et de la problématique des mémorialistes du XVIIIe siècle que représentent les recherches actuelles, mais il est conscient de leur manque de fiabilité. La discussion de Fédane sur la question de savoir si Anne d'Autriche et Mazarin étaient liés par une relation amoureuse, voire un mariage, les démontre de manière très éclairante. Fédane passe en revue différents témoins dans l'ordre. Madame de Motteville élève la reine au rang des saintes. Il renvoie à une conversion dans laquelle les valets des chambres la portent, mais la reine en garde contre le fait de commettre les mêmes erreurs que Marie de Médicis avec Concini. Il cite les rapports de Brienne le Jeune sur une prétendue conversation de sa mère avec la reine. Et enfin, une remarque de Madame Palatine selon laquelle Anne d'Autriche aurait épousé Mazarin en secret. Viennent ensuite d'autres réflexions sur le statut de Mazarin dans l'Église, à savoir s'il a été ordonné prêtre dans les dernières années de sa vie. Fédane cite ici les mémoires de Daniel de Coznac et pointe du doigt un problème fondamental du genre mémoire. Je cite, « Combien des choses fausses sont racontées dans la mémoire ?» Fédane est également critique envers Brienne. Il rapporte des faits de troisième main aus dritte Munde. Mais cela ne l'empêche pas de chercher des contre-arguments qui parlent en faveur des rumeurs concernant la reine et la cardinale. Et c'est ainsi qu'il fait référence à des exemples de cardinaux qui se sont mariés, comme Maurice de Savoie ou Camillo Pamphili, qui avaient en commun avec Mazarin de ne pas avoir été ordonnés prêtres. Les conclusions de Fédane peuvent certainement être qualifiées de curieusement interprétées avec Goubert. Mazarin s'est peut-être marié en secret. Que savons-nous de tout ce qui s'est passé dans les appartements de la cour à cette époque?
Ou bien n'aurait-il entre eux que cette passion exacerbée et ce désir d'amant renonçant qui restent des amis? Phédane n'avait donc aucun doute sur le fait que les deux étaient devenus un couple visible, je cite, attention, c'est Triglavanum, attention, c'est dangereux maintenant, parce que visible dans un assujettissement total d'une femme dévouée par son mari. Fin de citation. Contrairement à Richelieu, autre mythe, Mazarin aurait réussi à conquérir les cœurs de la reine. La conclusion de Phédane est d'autant plus étonnante qu'il a en principe raison sur Anne d'Autriche. Il avance un argument similaire à celui de Simon Berthier, à savoir qu'entre autres la dévotion d'Anne aurait empêché une telle union. Mais pour Phédane, auteur d'un roman sur une femme qui s'échappe des conventions sociales, l'idée était sans doute trop séduisante de voir là aussi une évasion, une transgression des normes. J'espère d'avoir donné avec ces quelques exemples une impression de la biographie de Mazarin par Carl Phédane, et je reviens à mes remarques préliminaires sur Mazarin dans l'historiographie allemande. Ce qui frappe, c'est l'absence totale du discours anti-français typique de l'époque, contrairement aux auteurs cités comme Haller ou Raumer. Dans l'essai de 1933 mentionné plus haut, on entend d'ailleurs déjà une interprétation positive du traité de Westphalie. Les historiens universitaires allemands ont mis jusqu'aux années 60 pour se défaire de l'idée que le traité de Westphalie était, je cite, un malheur national et 1648, une des grandes années des catastrophes de notre histoire. Le Mazarin de Phédane n'est pas forcément sympathique. Mazarin l'était-il? Il le montre comme quelqu'un qui a dû faire face à certaines constellations et à certains obstacles, et qui a surmonté toutes les adversités en utilisant les moyens les plus divers, en s'assurant régulièrement des voix contemporaines et en donnant régulièrement la parole à des critiques comme les blasphémateurs Guy Patin. Sa biographie reste, à mon avis, tout à fait digne d'être lue. Je ne constate pas de glorification selon les modèles les hommes font l'histoire. Ce qui est regrettable, c'est qu'il a renoncé ou a dû renoncer complètement aux notes. Et si un ou une étudiante ne maîtrisant pas la langue française me demandait aujourd'hui quelle biographie de Mazarin elle ou il devrait lire, Phédane de 1922 ou Schulz de 2018, je lui conseillerais Phédane. Ancien dans le style peut-être, mais sans erreur factuelle grossière comme Schulz. Et un dernier mot sur la perception. La biographie de Phédane semble avoir eu peu d'écho à son époque. Jusqu'à présent, je n'ai pu trouver que quelques comptes rendus, par exemple une note dans une revue tchèque. Elle a été ignorée dans les revues historiques spécialisées. Néanmoins, Arnold Zweig, auteur comme Phédane d'un roman anti-guerre, bien plus connu, fait éloge de Phédane et de son Mazarin dans le cadre d'un hommage rendu à Phédane à l'occasion de son 60e anniversaire, les qualifiant des biographies accomplies par excellence. Zweig place Phédane dans le contexte des débats mentionnés sur la biographie dans la République de Weimar. Si le regard pénétrant, la maîtrise inconditionnelle du matériel culturel, un jugement impartial et juste et un art de la présentation qui clarifie jusqu'à la transparence les situations les plus confuses, sans les colorer ou les omettre en faveur du héros, peuvent être trouvés aujourd'hui. C'est chez Carl Phédane que l'on trouve ces vertus, aujourd'hui à l'ère de la biographie subjectiviste. Merci beaucoup pour votre attention.